Dans nos métiers d'éducateurs spécialisés, on nous parle souvent de bienveillance, d'écoute et de respect. Mais il y a une réalité dont on parle moins, c'est la posture de certains cadres qui arrivent à épuiser les équipes et à les rendre moins créatifs. Aujourd'hui, je vais dénoncer ces postures. Alors, je ne vais pas toutes les décrire, la réalité humaine est beaucoup plus complexe, mais dans mon parcours, j'ai pu déceler des récurrences. J'ai dû faire au moins 10 secteurs d'intervention différentes. Je suis à au moins 20 équipes éducatives. Et sur la posture des directeurs, directrices, chefs de service, il y a des récurrences. On va en parler et je vais vous proposer un plan d'action en 5 étapes pour pouvoir identifier et essayer de vous sortir de ce genre de situation. Et en fin de vidéo, en bonus, je vais proposer un petit message à destination des parents qui rencontrent aussi des problèmes relationnels avec leurs enfants. C'est parti. La première posture, c'est la posture de toute puissance. Tout se décide d'en haut, ça arrive sur le terrain et il n'y a pas de discussion possible. Alors, on a tous rencontré ce genre de cadre où la discussion est compliquée. Alors, ce genre de posture, je trouve que ça écrase les initiatives et la création des équipes. En réalité, leur vision est complètement différente et complètement biaisée entre la vision de la hiérarchie et puis la vision du terrain. Donc la posture de toute puissance. Ensuite, il y a aussi la posture défensive. À chaque fois qu'une équipe remonte un problème, la réponse est toujours la même. Ce sont les règles, c'est le règlement, on peut rien y faire. Ça coupe court au dialogue et ça laisse les professionnels seuls face à leurs difficultés. Il y a aussi la posture de surdité. On parle, on alerte, on dénonce, on propose, mais on a l'impression on nous écoute sans vraiment nous écouter. C'est comme si ce qu'on dénonçait, ce qu'on apporte, nos propositions restaient lettres mortes. Alors cette posture de surdité, elle est assez dérangeante. Je pense qu'on est plein à avoir eu ce constat-là. Et ce qui est paradoxal des fois, c'est qu'on peut être en relation avec nos chefs de service, on alerte sur une situation et on se rend compte que ça n'arrive pas aux oreilles de la direction. Et puis un jour, on croise le directeur ou la directrice, on parle du problème et bizarrement, jamais entendu parler. Et enfin, il y a la posture punitive. Alors ça doit forcément vous parler. Quand on ose s'exprimer, voire contester, ça amène des répercussions de manière implicite. Il y a moins d'écoute, moins de soutien, voire pour certains cas une forme d'isolement. Et ça nuit à la qualité éducative. Ces postures existent. Tout ce que j'ai décrit, ces postures existent dans pas mal d'institutions. Je pense qu'on est nombreux à avoir constaté ça. Mais il y a un moyen. Il y a un moyen de ne pas se laisser enfermer dans ces rapports de force usants. Et nous allons voir comment on peut faire. J'aimerais apporter une petite précision, nuance de ce que j'ai observé dans les dynamiques de management au niveau des équipes. Moi, je trouve que les cadres, certains cadres font une confusion entre les rapports de force et les jeux de force. Donc voilà, c'est les rapports de force, et je ne veux pas faire un dessin, c'est imposer sa volonté, et un peu comme dans le volontarisme, c'est-à-dire que ils ont une vision de l'intervention et c'est du coûte que coûte, je vais appliquer comment je conçois les choses. Le coûte que coûte, ça me fait penser à Macron et au quoi qu'il en coûte. C'est un peu ça, quoi. Et il y a souvent, je trouve qu'il y a des confusions. C'est-à-dire que je trouve que les cadres sont souvent dans un rapport de force et ne sont pas dans le jeu des forces, de voir qu'il y a des professionnels qui sont en face d'eux et de s'appuyer sur les forces en présence.
Bon voilà, ça fait beaucoup de mots force, mais c'est pas anodin si j'apporte cette notion de cette manière-là, entre rapport de force, jeu de force et force en présence. Et ben je trouve que les cadres font des confusions, ou des confusions où ils ne savent pas le manier. Donc si vous tombez sur cette vidéo, voilà, cette petite parenthèse pour vous inviter à vous interroger entre rapport de force versus jeu des forces. Et je vous invite vraiment à vous appuyer sur les forces en présence, parce qu'il y a des professionnels qui arrivent à être complémentaires. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que tous les professionnels sachent faire la même chose. Alors, moi je trouve ça contre-productif. Savoir analyser une équipe, c'est savoir analyser les capacités de chacun, les mettre en avant, et puis aussi les développer. Alors, moi j'entends des cadres parler de ça, mais j'ai l'impression que ça reste flou dans comment accompagner ça, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a vraiment des expériences d'équipe où chacun des membres de l'équipe arrive à identifier quelle est la force de l'autre, et arrive à construire une complémentarité d'équipe. Et cette complémentarité d'équipe est très mal identifiée par les cadres. Ils ont une autre définition de ce que c'est une équipe complémentaire. Eux, ils sont sur l'équipe pluridisciplinaire, où voilà, c'est chaque différentes fonctions, que ce soit éducateur, psychologue, assistante sociale, voilà, qui dans ce partage d'expérience et d'analyse fait la pluridisciplinarité et la complémentarité. Or, les équipes éducatives ont une autre, certains professionnels ont une autre lecture, c'est qu'ils s'appuient sur on s'appuie sur les compétences de chacun, qui fait qu'on est complémentaire. Et cette notion de complémentarité d'équipe, par moment, elle est mal comprise et mal accompagnée. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais essentielle, sur la question des postures des cadres, et notamment des directeurs et chefs de service. Et voilà. Alors là, la première chose qu'il faut accepter, c'est que tout ne dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut changer et d'autres non. Et l'enjeu dans ce genre de situation, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier ce qui ne dépend pas de nous. On ne peut pas changer la personnalité des chefs de service, des directeurs, des cadres. On ne peut pas changer les lignes budgétaires. On ne peut pas changer les grandes orientations d'une structure ou d'une orientation. Moi, j'ai vu des professionnels s'acharner à vouloir essayer de modifier une ligne budgétaire, ne comprennent pas pourquoi il y a des choix stratégiques, pourquoi on investit dans telle ligne budgétaire et pas une autre, alors que certains professionnels disent il suffit de prendre cet argent, le rebasculer sur cette autre ligne. On ne comprend pas pourquoi on investit dans ce type de matériel ou de festivités, alors que on défend l'idée que ce sont les bénéficiaires, les personnes qu'on accompagne qui sont prioritaires. Et il y a des logiques, il y a des logiques d'organisation, des logiques institutionnelles, et ça, inutile de rentrer dans un rapport de force sur cette question-là. C'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, l'idée fondamentale dans tout ça, c'est d'identifier ce qu'on ne peut pas changer. Et ça en fait partie. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier ce qui dépend de nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire des focus sur notre organisation interne, sur la qualité des relations dans l'équipe. Quand on parle de qualité de relations dans l'équipe, on parle souvent de cohésion. Prenez du temps et de l'énergie pour essayer de construire une cohésion d'équipe. Si l'équipe est trop divisée, si il y a de la mésentente, pareil, c'est des combats perdus, et c'est pour ça que je parle d'épuisement d'équipe. On est très attentif à la posture de nos cadres. Et effectivement, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, mais il y a aussi des réalités d'équipe, d'organisation d'équipe qui font frein vraiment à une dynamique de changement. Alors, je pense que, par expérience, tous les professionnels qui ont priorisé la cohérence et l'unité d'équipe a été très utile. Autre chose,
il faut faire des focus sur la qualité des comptes rendus qu'on fait. C'est-à-dire que on peut être en équipe, on peut avoir des professionnels qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral. L'idée, c'est plus on apprend à se connaître et plus on comprend ce que dit le collègue et on peut prendre sa parole, le reformuler pour que le chef de service, par exemple, comprenne mieux l'idée. Mais j'ai trop souvent vu des équipes laisser un collègue se débrouiller tout seul. Alors le but, c'est pas ça, c'est que il faut oser parler. Pareil, il y a des profils d'éducateurs qui s'expriment peu. Alors les raisons peuvent être multiples, peur de dire n'importe quoi, ne pas s'en sortir à l'aise à l'oral, alors peu importe. C'est en faisant que par l'expérience et par les échecs qu'on apprend. Moi aujourd'hui, je suis face caméra, c'est un exercice qui est pas facile, mais en me confrontant, j'améliore. J'enrichis mon vocabulaire. Alors quand vous êtes en équipe, surtout prenez du temps à vous réunir et à apprendre comment les uns et les autres fonctionnent, comment ils s'expriment, mais soyez relais pendant les réunions d'équipe. Il faut que tout le monde s'exprime sur un sujet. Il faut que quand on pose une problématique, tout le monde doit faire un tour de table. Et même celui qui ne sait pas trop s'exprimer, qu'il en dise quelque chose, qu'il dise au moins oui, je suis d'accord, ou je soutiens ou je soutiens pas, mais il faut en dire quelque chose. Ce qui est fondamental, c'est la parole doit circuler et ceux qui sont meilleurs dans l'expression orale, dans l'exposition des idées, prenez les idées des collègues, reformulez-le et puis surtout, ça permet aux collègues qui n'ont pas l'habitude d'observer, d'essayer par imitation, de prendre le vocabulaire, d'exprimer une idée, et ça, c'est fondamental. Donc voilà, une cohésion d'équipe là-dessus, la communication dans l'équipe, c'est important. Voilà. Alors pour arriver à ce genre de résultat, il est indispensable que l'équipe soit capable de construire une stratégie. Prenez du temps, soit après, pas après, avant les réunions, essayez de les préparer, c'est-à-dire dans la journée, dans la semaine, dans l'organisation. Alors je sais que c'est pas toujours simple, mais des fois même l'état informel peut être structuré à condition qu'on se dise, on se réunisse et qu'on dise pourquoi on se réunit. On va préparer la réunion d'équipe et quel message on veut faire passer. Ça c'est important, et comment. Et là la stratégie, c'est par exemple, il faut toujours s'appuyer sur les éléments positifs d'une action éducative. On ne parle pas assez de ce qui se passe bien, et ça ce sont des leviers. Dire que tel groupe se passe bien, il faut pouvoir en témoigner, mais au-delà de ça, c'est arriver à que ce soit les enfants ou les parents, voire même les partenaires qui arrivent à parler de notre pratique. Une fois que ça s'est fait, c'est un vrai levier. Vous pouvez le prendre en réunion en disant voilà ce que disent les parents, voilà, c'est des faits. Et plus vous allez répéter ce genre d'action, c'est-à-dire d'exemples positifs, ce qu'on appelle des récurrences, et plus ça va appuyer votre argumentaire, et plus on va vous prendre au sérieux, et peut-être que le cadre, le chef de service peut faire bouger les lignes, mais en tout cas sera attentif à la pertinence de votre discours. Quand les choses sont isolées, ça sert à rien, c'est une perte de temps, les arguments partent dans tous les sens, et le chef de service a vraiment du mal à comprendre la cohérence du discours de l'équipe. Donc voilà, prenez le temps de construire une stratégie en équipe. Maintenant, je voudrais m'adresser aux parents qui vivent des tensions avec leurs enfants ou des conflits réguliers. Parce que oui, le principe de ce que j'essaie de vous présenter, c'est la même chose. Là, je m'adresse aux parents, mais les professionnels aussi. Tout est transversal dans ce que j'essaie de transmettre. Vous aussi, les parents, il y a certaines choses, il faut savoir identifier ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et dans les relations familiales, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas changer instantanément le caractère de votre enfant, ni ses émotions. Il y a des passages dans
le développement de l'enfant qui sont incontournables et que vous ne pouvez pas changer. Par exemple, l'adolescence, certains adolescents auront besoin de s'opposer. Pareil, aller frontalement sur cette question-là, c'est inutile. Vous allez perdre votre temps, comme je parlais tout à l'heure, sur l'épuisement des équipes. Et là aussi, les parents, et on le constate, certains parents s'épuisent à être frontal sur je veux absolument changer le caractère de mon enfant, j'ai des difficultés à accepter certaines émotions. Alors, on peut les réguler, c'est pas ça la question, mais de là à dire tu prends sur toi, je veux pas avoir tel type d'émotion, telle expression de colère ou de tristesse, c'est comme si on entend certains parents dire ravale ta tristesse, ravale ta colère, je veux pas être témoin de ça. C'est un combat perdu d'avance, c'est comme si vous vous battez contre la pluie. C'est usant et c'est contre-productif. Par contre, vous pouvez identifier ce qui dépend de vous, chers parents. Ce que vous pouvez changer, c'est votre façon de réagir. C'est aussi la clarté des règles. Bien souvent, quand on discute avec les parents, beaucoup pensent avoir un cadre clair, précis, et en fin de compte, en décortiquant avec eux, on se rend compte que non, c'est pas aussi clair que ça. Il y a plein de zones de flou, et plus vous allez clarifier votre cadre éducatif, les règles, bien les édicter, bien les notifier, et puis vérifier que votre enfant l'a bien compris, parce que ça aussi, il y a des problèmes d'interprétation. Il ne suffit pas de dire une règle basique, et des fois on est surpris que l'enfant ne le comprenne pas de la même manière. Ça dépend du contexte, ça dépend des émotions, dans quelle réalité il peut se poser à des moments donnés, quelle réalité de son quotidien l'envahit. Certaines règles sont mal comprises, et on part du postulat que c'est acquis, mais ça crée beaucoup de conflits. Donc prenez le temps quand vous posez une règle, par exemple, demandez à votre enfant qu'il vous réexplique la règle. Et des fois, vous allez être surpris. Donc, ce message ne s'adresse pas à tous, mais des fois, quand on est pris dans certaines réalités du quotidien, ce que je dis paraît comme des évidences, mais malheureusement, ces évidences-là ne sont pas aussi claires que ça dans le quotidien. Et je vous parle sur un panel d'une centaine de familles. Donc prenez le temps. Et surtout aussi, c'est pour conclure sur cette dimension-là, ça sera votre capacité à rester calme. Les choses que vous pouvez changer, c'est comment vous pouvez réagir. Et rester calme, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que ça. Mais si on se l'impose, avec la répétition et le temps, on est capable d'écouter un enfant qui peut partir en vrille et qui peut dégoupiller à n'importe quel moment. Votre capacité à rester calme fera la différence. Je sais que c'est compliqué, on le voit régulièrement parce que le quotidien nous bouffe, et ça génère du stress, et ce stress-là est souvent facteur de l'élément déclencheur de la colère. Soyez attentifs à ce détail-là. Je me répète, soyez attentifs à ce détail parce que la gestion de notre colère est fondamentale. Troisièmement, en tant que parent, osez construire des stratégies. Lorsque vous êtes dans des conflits, il est inutile d'argumenter dans ces moments-là. Attendez toujours que l'émotion négative soit redescendue. Et au-delà de qu'elle soit redescendue, parce qu'une crise ou un conflit, c'est comme une courbe, ça monte, et puis à un moment ça redescend, et puis ça reste calme. Des fois, dans ces stratégies, les parents comprennent qu'il faut juste attendre que l'émotion redescende, que l'enfant soit calmé pour discuter avec lui. En fait, c'est presque ça. Attendez le bon moment. C'est-à-dire que vous pouvez différer plus tard dans la journée ou le lendemain pour pouvoir revenir sur ce qui s'est passé et poser à ce moment-là, répéter ou réajuster les règles. Trop souvent, les parents, je m'inclus dedans, nous prenons des décisions sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion vive, où on donne une nouvelle règle sur le coup de l'émotion. Me dites pas que ça vous arrive pas, c'est pas possible. Votre enfant vous agace, vous énerve et vous prenez une règle, si c'est comme ça, t'es puni de ça. Ou si c'est comme ça, ça c'est pareil. Peine perdue, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Soyez vigilants sur cette question et
construire une stratégie, c'est sur ces modalités-là, toujours dans les moments calmes. C'est comme dans, je vais faire une analogie, hein, c'est comme dans les relations de couple, on se dispute, c'est pas dans le moment de la dispute qu'on négocie, qu'on annonce les choses. Au contraire, il faut toujours négocier quand tout se passe bien, que le soleil est beau, que les fleurs sont épanouies. C'est toujours dans ces moments-là qu'il faut discuter avec sa compagne ou son compagnon, négocier des changements, ou peut-être dénoncer des attitudes. Voilà, ça peut créer des petites tensions, mais voilà, c'est pas au moment de la dispute qu'on annonce une mauvaise nouvelle ou un comportement de notre conjoint. Ça aussi, erreur stratégique pure. Je vais rappeler aussi une autre réalité, chers parents, c'est que avec les collègues, quand on rencontre des parents, on pose la question, mais est-ce que vous valorisez vos enfants? Alors beaucoup de parents disent oui, je valorise mon enfant. Et ben quand on décortique dans le détail, et ben en tant que parent, on sous-estime que en fait on ne valorise pas autant que ça nos enfants. Après, ça peut être sur des petits détails, mais renforcer les bons comportements. Quand on décortique cette réalité-là, on se rend compte que dans la balance, on a beaucoup plus de facilité à pointer les erreurs de nos enfants, leurs difficultés, leurs failles, que les bons comportements. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, c'est juste que l'équilibre n'y est pas. Donc l'idée, c'est de jouer sur les forces de votre enfant. Être attentif et s'obliger à valoriser un peu plus les comportements positifs, hein, mais même anodines au quotidien, ça renforce l'estime de votre enfant, et puis ça peut participer à l'envie aussi de coopérer de votre enfant avec vous. Alors, je le répète, hein, ne négligez pas de valoriser votre enfant. On l'entend partout qu'il faut valoriser, mais quand on décortique, observez bien, prenez le temps d'observer vos comportements. C'est humain. On a plus tendance à pointer et à identifier les défauts des autres. Autre dimension tout ça, c'est de l'ordre du détail, mais ça reste subtil. Mais même quand on pose les questions, j'insiste, hein, on est tous persuadés que même dans les tensions, on dit non, j'arrive à maintenir une relation positive avec mon enfant. Alors, non. Pendant les périodes de tension, essayez de garder des moments de qualité avec votre enfant, sans sujet de conflit, sans enjeu, sans rien du tout. Alors c'est pas facile, mais ça fait partie aussi de l'équilibre. Quand il y a beaucoup de tensions, et on va pas se mentir, hein, quand il y a beaucoup de tensions qui s'alimentent, en fait c'est l'escalade. Et avoir des moments de qualité avec son enfant, c'est compliqué, parce que la vérité dans tout ça, c'est qu'on accumule beaucoup de ressentiments. Et se l'avouer, c'est difficile. On nuance plutôt les choses en disant « ouais, je suis en colère en ce moment ». Alors oui et non. Oui et non, parce que quand on décortique la séquence, une séquence, c'est pas juste le conflit, c'est sur une durée, ça peut être sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand on décortique cette séquence, on se rend compte, qu'en discutant avec les parents, qu'en fait, ils ont accumulé du ressentiment. Et que cette charge-là donne pas envie de passer des moments de qualité avec ses enfants. Alors je sais que c'est pas facile, mais prenez le temps. Dites-vous dans le week-end ou juste le soir en rentrant, je vais prendre 1 heure, je vais jouer aux cartes, peu importe, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, mais voilà, vous avez compris le message. Alors je vais faire la conclusion, que ce soit en équipe ou en famille, il faut qu'on arrête absolument de gaspiller notre énergie sur des choses qu'on ne peut pas changer, sur des choses qu'on ne peut pas bouger. Faites des focus sur les éléments que vous pouvez agir dessus. Vous avez des leviers d'action. Tout le reste, c'est inutile, c'est peine perdue. Tout le monde s'épuise et au final, que ce soit dans les équipes, ça explose en interne, et que ce soit dans les familles, c'est le repli sur soi, le chacun pour soi, et les relations sont très abîmées. Et à terme, surtout chez les enfants d'aujourd'hui, la colère, le ressentiment, ça va très très vite. Donc voilà, n'hésitez pas
appuyez sur les leviers que j'ai partagés avec vous et concentrez-vous là-dessus. Je vous dis à bientôt sur Interrogatoire social, encore une fois, pour un nouveau sujet. Ciao.